Bonjour. Vous avez bien mangé? Alors je suis désolé, je truste un peu les slots aujourd'hui. Il y en a qui étaient déjà là ce matin ou pas? Ouais, bah rebonjour alors. Et bonjour aux autres. Me revoilà. Alors cette fois je vous parle de full remote. Pourquoi le sujet du full remote? Parce que ça va faire à peu près 6 ans, un peu plus, que je travaille dans des environnements distants, que ce soit du full remote ou du remote partiel, que ce soit sur des projets pro ou sur des projets perso ou des projets collaboratifs. Mais toujours est-il que j'expérimente ce mode de fonctionnement depuis déjà un bon bout de temps. L'idée, c'est de pouvoir vous apporter un maximum de retours d'expérience là-dessus, sur comment mettre en place le remote ou comment bien vivre le remote au quotidien. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont déjà en télétravail, partiel? Ah ouais, un paquet de gens quand même. Et ça va, globalement, ça se passe bien parmi ceux-là? Qui sont ceux pour qui ça pose vraiment des soucis? C'est bien, les mentalités évoluent. Il y a, messieurs, dames, derrière votre caméra, personne n'a levé le main sur cette deuxième question. Donc ça veut dire que les gens qui travaillent aujourd'hui en environnement distant, a priori dans cette salle, statistiquement, le font plutôt bien. Alors, c'est parti. Qui suis-je? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mads. Je suis tech évangéliste chez Always Data, qui est un hébergeur infogéreur. Mon boulot, c'est de faire un peu le tour du monde et de faire des conférences, notamment, et de faire joujou avec les technos et de faire de la veille pour voir un peu ce qui arrive et pouvoir vous en parler ensuite. C'est un boulot qui est très cool. Mais c'est un boulot qui nécessite que je ne sois pas tout le temps au bureau, puisque de fait, je suis là parmi vous. Donc ça nécessite d'avoir des modes de fonctionnement qui soient suffisamment bien assouplis entre les différentes personnes, les différents intervenants de la société, ou de l'entreprise, ou du projet, ou du groupe, bref, on va voir ça, pour que ça se passe bien pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de soucis. Ça va être un peu dense, je vous l'avoue. Je vais essayer de ne pas parler trop vite, donc peut-être qu'il y a des parties que je zapperai un peu vite si je sens que je suis un peu charrette. Petit point lexical sur qu'est-ce que le remote. Donc la notion de remote, c'est la notion de travail à distance, ou en tout cas d'action à distance à partir du moment où vous collaborez avec des gens. Ça peut être de l'environnement professionnel, ça peut être de l'environnement open source, ça peut être des projets associatifs, ça peut être plein de choses. À partir du moment où vous êtes dans un contexte où vous allez intervenir à distance avec des gens, vous êtes dans un contexte de remote. Donc c'est ça, travailler à distance, collaborer avec des gens, ça peut être du temps partiel à distance, ça peut être du temps plein à distance. À titre personnel, j'ai expérimenté les deux, puisque j'ai travaillé en temps partiel dans une première agence, j'ai travaillé en start-up en full remote. Aujourd'hui, je suis à nouveau en temps partiel chez Always Data. Avant tout ça, j'étais même indépendant, donc c'est ce qui est déjà une forme de mise à distance. Ça concerne qui? Ça concerne les grosses boîtes, les startups de la Startup Nation, ça concerne les groupes, ça concerne les associations, les activistes, les communautés. Bref, ça concerne à peu près n'importe qui, parce que à peu près n'importe qui peut se retrouver dans un contexte où il a besoin d'interagir à distance. Ça vous concerne aussi si vous travaillez un peu de chez vous le soir. Rien que ça, c'est déjà un contexte de remote presque. Alors, qui êtes-vous, ou plutôt qui est concerné? Alors, qui est concerné par cette conf? Vous qui avez envie de faire du remote ou qui faites déjà un peu de remote, ça vous concerne. J'espère que ça va vous donner des pistes pour le mettre en place ou l'améliorer, ou en tout cas avoir les incentives pour pouvoir pousser ça au sein de votre structure, quelle qu'elle soit. Vous qui pensez qu'on ne peut pas faire travailler les gens à distance, parce que faire travailler les gens à distance, c'est trop compliqué, et puis ça ne s'applique pas. J'espère vous démontrer que ce n'est pas le cas et que c'est possible. Vous qui imaginez que les rockstars ont toutes envie de venir bosser dans votre boîte, qui est géniale, et qu'elles vont toutes déménager pour venir chez vous. Spoiler, ça ne se passe pas comme ça. Les gens ne quittent pas leur vie sociale et leur vie de famille pour pouvoir venir s'installer à côté de votre boîte pour travailler dans votre bureau. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place du travail à distance aussi pour ces gens-là, si vous voulez les faire venir chez vous. Donc tout ça, ça consiste à passer à du travail à distance.
Alors ça a des avantages. Ça vous donne un meilleur cadre de vie. Vous allez mieux découper vos journées, vous allez vous retrouver dans un environnement que vous maîtrisez mieux, vous allez pouvoir vous appuyer sur une technologie qui tient la route, aller vivre à la campagne si vous voulez vivre à la campagne, ou aller vivre dans des villes à l'étranger si vous voulez vivre à l'étranger. Moi, je suis très bien dans des grandes villes, mais j'ai aussi d'anciens collègues qui travaillent au fin fond de la campagne perdue et qui ont la fibre, hein, et ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Pour vous, en tout cas, c'est forcément une meilleure qualité de vie parce que vous la gérez mieux, vous gérez votre temps, et surtout, ça vous permet, si vous êtes concerné par ça ou si vous vous sentez concerné par ça, je vous y encourage, à diminuer votre empreinte écologique ou en tout cas à mieux la maîtriser. Ce qui est quand même important. En revanche, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. C'est pas magique, ça fonctionne pas en claquant des doigts en se disant tiens, je fais du remote et hop, ça fonctionne tout seul. Ça nécessite beaucoup de discipline, il faut être très vigilant à la procrastination si vous y êtes sujet. Il y a des gens qui y sont sujets même au bureau, donc ça va pas changer grand-chose. Je dis pas que le remote est que pour certaines personnes. Je pense que si vous avez envie de remote, vous pouvez le faire. Maintenant, il y a des contextes où on se sent mieux en remote, il y a des contextes où on se sent mieux quand on est dans un bureau. Il y a des gens qui préfèrent aller travailler dans un bureau et je le comprends aussi parfaitement. C'est pas un souci parce que quand vous êtes chez vous, il y a aussi des sources de distraction qui sont différentes mais qui sont présentes aussi. Ça va être le livreur, ça va être la voisine ou le voisin, ça va être la machine à laver qu'on a oublié de lancer, ça va être la vaisselle qu'on n'a pas fait depuis 2 semaines parce que je mets beaucoup de temps à faire la vaisselle. Donc voilà, c'est autant de choses qu'il va falloir prendre en compte. Petit tour des mythes et fantasmes autour du remote et du travail à distance. Alors voilà ce que j'entends depuis des années, que je continue d'entendre aujourd'hui, et qui convient peut-être de démonter. On ne peut bien travailler que tous ensemble au même endroit. Si on n'est pas tous dans le même bureau, on ne peut pas faire du bon travail. Eh bien, c'est pas vrai. Voilà, vous pouvez faire du bon travail même quand vous n'êtes pas dans le même bureau. Ça fonctionne très bien. Il y a des boîtes qui sont distribuées au travers du monde et elles fonctionnent très bien. Mozilla en est une. Comment je peux être sûr que tu bosses ? Eh ben, spoiler, mec, tu peux pas. Il va falloir me faire confiance. Et c'est important de faire confiance aux gens avec qui on bosse. Sinon, il ne faut pas les recruter si on ne leur fait pas confiance. Donc si vous êtes loin, eh ben, c'est pas grave. Vous me faites confiance et vous saurez que je travaille si c'est nécessaire. Il n'y a aucun souci. Mais il n'y a pas besoin de vous en assurer, ce n'est pas en mettant votre tête au-dessus de mon épaule que je travaillerai mieux. Pas de série du profit. Alors celle-là, quand je l'ai entendue, elle m'a fait très mal. On m'a dit que, ouais, en même temps, les mecs, quand ils sont chez eux, ils préfèrent passer leur journée à mater des séries sur Netflix que de bosser. Et alors ? À un moment, si le travail à fournir est fourni en temps et en heure, c'est quoi le problème ? J'ai le droit d'avoir une série qui tourne. J'ai même un ancien collègue, il se reconnaîtra, coucou, qui, même quand il était au bureau, avait dans un coin de son écran un film en permanence, et il matait des films en même temps qu'il faisait des intés d'excellente qualité. C'est un des meilleurs intégrateurs que je connaisse au monde. Et il était dans un bureau, hein, un open space avec des gens autour, hein, donc il n'y a pas de souci. On ne peut pas garantir la cybersécu ailleurs que dans le bureau. Tu comprends, si tu bosses de chez toi, il faudra mettre en place des VPN, c'est compliqué, c'est tordu, puis on n'est pas sûr au niveau de la sécu de chez toi, etc. Mais on fait quand même du bring your own device au bureau. Bon, dans ces cas-là, à un moment, il va falloir se mettre d'accord, mais on peut garantir de la sécu d'à peu près partout. Hein. La sécu, ce n'est pas une affaire de lieu, c'est une affaire de discipline et de machine et de bonne méthode. Alors, le full remote, ouais, je veux bien, mais à condition que tu fasses 1 jour par semaine sur site. Ah bah, c'est pas du full remote, c'est du 80%. C'est pas la même chose. Si vous voulez mettre en place du full remote, vous le faites vraiment. Et vous laissez vraiment les gens partir toute la semaine. Et c'est pas grave, ça va bien se passer. Ouais, mais si je te dis ça à toi, si je te dis oui, eh ben, tout le monde va vouloir faire comme toi. Eh ben super. Si tout le monde veut faire comme moi, c'est qu'a priori, l'environnement au bureau est plutôt toxique. Donc il faut se poser la question déjà de pourquoi tout le monde aura envie de bosser de chez soi. Reposez-vous les questions dans ce sens-là. Mais il n'y a pas de souci que tout le monde puisse travailler à distance. La start-up où j'étais avant, tout le monde est en full remote. Tout le monde. Ça n'a jamais posé aucun souci. Enfin, je veux dire, on a toujours livré en temps et en heure, quoi. Bah ouais, mais si t'es loin, si j'ai besoin de toi, je fais comment ? Bah tu m'appelles. Enfin, je veux dire, je suis pas là, mais je suis là quand même, quoi. Je bosse. Ouais, c'est pas dans notre culture, tu comprends, on n'a jamais fait ça. Bah ouais, on n'a jamais fait ça. Bah, en même temps, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer à le faire. On peut commencer à changer la culture aussi. Ça se travaille, ça se raisonne. Ouais, c'est pas applicable dans notre contexte d'activité. Alors, je suis d'accord, si votre contexte d'activité, c'est une boutique physique, c'est compliqué de bosser de chez vous. Clairement, on va pas se le cacher, quoi. En revanche, si vous bossez derrière une machine et que vous avez juste besoin d'un accès réseau, je pense que vous pouvez bosser d'à peu près n'importe où. Ça pose pas de souci. Et il y a énormément de contextes où c'est applicable. Alors, il va falloir l'organiser, le travail à distance. Donc, comment ça s'organise ? Eh bien, il va falloir commencer par construire une culture. Construire une culture, c'est construire un socle
commun de connaissances, de valeurs, de manifestes, dans lesquels tout le monde va se retrouver. Ce n'est pas un truc qui sort de nulle part. Ce n'est pas un machin que le CEO va pondre un jour de son chapeau en disant « Ah, on a des valeurs, on est des warriors, on en veut ». Et ça ne fonctionne pas comme ça. C'est à un moment, tout le monde se met autour de la table, ça prend du temps, mais tous les gens de la structure ou du projet raisonnent ensemble sur ce qu'ils veulent porter ensemble dans ce projet. Que ce soit un projet pro ou un projet perso, encore une fois, je ne leur dirai pas après, mais ça s'applique vraiment dans tous les contextes. À partir du moment où les gens ont cette base commune, cette envie commune de travailler ensemble parce qu'ils sont portés par des valeurs et par un projet commun, et d'un seul coup, ça se passe mieux. Et c'est beaucoup plus simple d'organiser les choses. Il va falloir faire du mentorat, c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que les gens aient envie de collaborer avec vous, aient envie de travailler avec vous. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir les prendre par la main et leur donner les bons outils pour pouvoir travailler ensemble au bon moment et les accompagner. On ne prend pas les gens quand ils arrivent et puis on les laisse se démerder. Ça veut dire qu'il faut savoir les accueillir. Vous avez tous dans vos structures des petits side projects qui sont des outils internes, qui sont tenus avec 4 bouts de scotch et qu'il faudra améliorer mais que personne n'a jamais le temps, ou des petits trucs qui ne sont pas le produit mais qui sont des trucs qui gravitent autour. Et très bien, quand les gens arrivent, mettez-les là-dessus. Ça leur permettra de se faire les dents sur un outil qui n'est pas l'outil principal, qui n'est pas le produit directement, mais qui est quelque chose sur lequel ils vont pouvoir contribuer, voir comment ça fonctionne, comprendre les routines de l'entreprise, comprendre les routines de la structure, comment les gens interagissent les uns avec les autres, et ça va leur permettre de se tromper. Parce que c'est important de se tromper, c'est comme ça qu'on avance. Ce n'est pas en réussissant, c'est en se gourant. Et il faut donner aux gens la possibilité de se tromper. Et il faut transmettre les compétences. Il faut expliquer comment on fait, il faut être capable de fonctionner ensemble, etc. L'organisation, ça passe par une journée type. Donc typiquement, il va vous falloir une petite routine. Ce n'est pas parce que vous êtes à distance, potentiellement de chez vous, c'est le cas le plus emblématique, mais il n'y a pas que celui-là, on verra. Ce n'est pas parce que vous êtes à distance que vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous le voulez. Ce n'est pas tellement pour vos collègues, c'est surtout pour vous. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas une habitude de vie et un rythme régulier, ça devient très compliqué de vous impliquer dans ce que vous faites. Et très vite, vous allez lâcher l'affaire, vous allez avoir du mal à vous motiver, vous allez avoir du mal à avoir envie. Et l'envie d'avoir envie, c'est important. Donc il faut, vous l'aurez dans la tête jusqu'à ce soir. Et donc il faut établir cette routine, il faut établir cette journée type qui veut dire trouver les bons rythmes, avoir la possibilité de se couper. Alors ça peut être faire du télétravail partiel. Vous êtes chez vous le matin et au bureau l'après-midi. Ou vous arrivez au bureau vers 13h parce que comme ça vous évitez les transports et c'est plutôt pratique. Et puis vous repartez qu'en fin de journée, un peu plus tard, et vous bossez de chez vous le matin, ou l'inversement. Ou vous faites une pause de 2 heures le midi, vous allez à la salle de sport. Je le fais beaucoup. C'est extrêmement important. Vous travaillez sur différents devices et différents lieux. Ce n'est pas parce que vous êtes à distance que vous avez l'obligation d'être chez vous, sur un bureau, avec votre machine, quand vous faites des choses qui ne le nécessitent pas. Moi, je travaille sur un ordi, je travaille sur une tablette, je travaille même sur mon mobile par moment, je travaille depuis mon bureau, mais depuis aussi mon canapé, depuis un pouf dans le salon, depuis le café en bas, qui me permet aussi d'avoir un environnement différent. Enfin, c'est une souplesse, le remote. Donc, tirez-en parti. Optimisez les tâches que vous avez à faire sur les bons devices dans les bons endroits. Et vous verrez que vous serez vachement plus productif. Et puis surtout, gardez-vous du temps perso. C'est hyper important, mais il va falloir que vous puissiez faire des choses. Le remote, il est là pour vous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie, je le disais tout à l'heure. Et ça veut dire notamment la possibilité de faire des choses qui vous plaisent et qui ne soient pas que du boulot. Vous ne faites pas que du boulot quand vous bossez à distance. Sinon, vous allez devenir complètement dingue. Donc en gros, préoccupez-vous des autres, pensez aux autres, accueillez-les, prenez-les sous votre aile, soyez accueillants, soyez gentils, ne vous contraignez pas dans vos environnements de travail, et surtout, restez pas dans votre coin, ne vous rythmez pas n'importe comment, trouvez un peu votre rythme, votre quotidien, à partir du moment où vous avez cette petite routine, avec notamment la petite marche de 10 minutes le matin, etc., et ça vous aide beaucoup plus à vous mettre dedans. Un des enjeux importants aussi en remote, c'est la communication, parce que vous êtes tout seul, potentiellement. À partir du moment où vous êtes tout seul, il va falloir échanger avec les autres, il va falloir communiquer avec les autres. Et ça, c'est pas toujours facile. Alors communiquer au quotidien dans une équipe qui est entièrement distribuée, il y a des outils pour ça. Vous avez des chats, IRC, XMPP, Mattermost, Slack, whatever, je m'en fous. À partir du moment où vous pouvez discuter avec les gens, vous pouvez leur parler, c'est essentiel. Vous avez besoin de maintenir ce canal de communication ouvert, parce que si vous n'avez pas ça, ça va devenir très compliqué de pouvoir échanger avec les gens. Si le texte ne suffit pas, parce que le texte c'est une toute petite part de la communication, ça représente à peine 50% de nos échanges, passez en son, via des serveurs de son type Mumble, via du WebRTC, du Matrix, encore une fois, whatever, l'outil qui vous conviendra le mieux. Mais n'hésitez pas, il y a une incompréhension, il y a un truc qu'on ne comprend pas, je t'appelle. Je t'appelle et on discute et on en parle et on se le dit de vive voix, etc. Si ça ne suffit pas, s'il y a encore une incompréhension qui reste, vous passez en vidéo.
du Skype, du WebRTC, ça fonctionne très bien. J'aurais jamais pensé dire un jour que WebRTC fonctionne très bien. Mais ça fonctionne. Donc vous vous mettez en face à face, vous discutez, vous échangez, parce que la part de communication non verbale, c'est-à-dire vos attitudes, vos expressions, en plus j'ai du sang plutôt du sud, donc moi je bouge beaucoup quand je parle. J'espère que je vous emmerde pas trop d'ailleurs. C'est hyper important. Ça montre si vous avez compris, si vous n'avez pas compris, si vous êtes dans de bonnes dispositions par rapport à l'autre ou pas. Et on en a besoin, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et puis il y a un outil qui est antédiluvien, mais qui fonctionne toujours aussi bien, c'est le mail, ou les listes de diffusion. À un moment, tous les échanges, chat, son, vidéo, c'est des échanges instantanés, mais il y a des choses qu'on a besoin de garder sur la durée, des traces de réflexion, des choses qu'on a commencé, des embryons de réflexion sur lesquels on veut que les gens collaborent, discutent, etc. Non, le mail, c'est parfait pour ça, quoi. Utilisez-le, c'est extrêmement bien. Ça fait des threads de discussion dans vos boîtes mail, et puis vous pouvez enrichir là-dessus, et vous pouvez avancer là-dessus. Alors, si votre équipe n'est pas entièrement distribuée, si vous êtes tout seul à être à distance, eh ben, c'est pareil. Pas tout à fait, mais c'est pareil. En gros, à partir du moment où une personne est à distance, considérez que l'intégralité des personnes est à distance. Même si la distance, c'est moi et le mec assis au bureau juste en face. Parce que sinon, vous allez couper un bout de communication si vous êtes tous les deux à vous parler en face à face et que le troisième, il est super loin. Lui, il va manquer des bouts, et quand il va manquer des bouts, il ne va pas réussir à raccrocher les wagons derrière. Et vous excluez de fait la personne qui est là. Typiquement, chez All West Data, aujourd'hui, il y a la moitié de l'équipe qui est en remote. Il est très fréquent qu'on entame une discussion en vis-à-vis dans le bureau. On a besoin d'un avis d'une personne qui est externe et qui est extérieure. On lui demande son avis sur le chat. À partir de là, toute la communication ne passe plus que par le chat. Même si j'ai juste un truc à demander au mec qui est assis juste en face de moi. Juste parce qu'on ne va pas exclure un type qu'on a fait venir dans la conversation alors qu'on avait besoin de lui pour finalement le jeter ensuite. Inclure les gens systématiquement. Considérer que tout le monde est en remote, même les gens qui sont en face de vous. Ça veut dire que ce que vous allez concevoir, c'est ce que j'appelle des virtual open space. C'est-à-dire que c'est des espaces de communication qui sont des représentations virtuelles des espaces physiques qu'on connaît, des open space physiques, des bureaux physiques dans lesquels on rassemble les équipes pour que les gens travaillent ensemble. C'est la même chose, mais de façon virtuelle. Et c'est la même chose sur les espaces de discussion textuelle, sur les espaces de discussion son, sur les espaces de discussion vidéo. Faites des rooms, tous les outils disposent de ça, donc faites des rooms pour pouvoir discuter. Et puis, il va falloir diffuser les savoirs. Alors, diffuser les savoirs, ça fait partie des trucs les plus importants parce que, comme on le disait tout à l'heure, si vous êtes en train de discuter et que vous excluez de fait une personne qui est sur le côté, finalement, c'est un bus factor de la communication. Le bus factor, tout le monde voit ce que c'est à peu près ? Alors, le bus factor, pour la faire simple, c'est que quand vous avez une personne qui est détenteur d'une connaissance, si ce type se fait écraser par un bus en sortant de votre boîte, vous êtes dans la merde pour retrouver ce que vous aviez besoin, parce qu'il y avait que lui qui était détenteur... Et j'ai perdu le micro. Il y avait que lui qui était détenteur de cette info. Ça, c'est problématique. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que l'information soit redondée, soit rediffusée, soit remise à distance et partagée entre les gens. C'est exactement la même chose pour la communication. À partir du moment où vous parlez les uns avec les autres, il faut que l'information soit partagée réellement et qu'elle ne reste pas cloisonnée dans des petits bouts de tuyaux, typiquement le type avec qui je discute, ou un bout de discussion en PV, c'était marrant, et puis quand on revient sur le chat principal, les gens sont paumés parce qu'ils sentent bien qu'il y a un truc qui s'est dit, mais ils n'ont pas compris quoi. Ça veut dire qu'il faut partager des documents, partager des bases documentaires, faites des wikis. Alors je sais... Le wiki, c'est l'outil de la mort qui est toujours hyper chiant à maintenir, qui est toujours hyper chiant à gérer. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment organiser. Mais justement, ça fait aussi partie des enjeux, quoi. Mandater des gens pour travailler sur les architectures des wikis, utiliser des wikis qui fonctionnent par chunk de données, des outils comme TiddlyWiki fonctionnent très bien, et y compris en collaboratif. Et passer par des newsletters internes. C'est ballot à dire, mais à partir du moment où les gens ne sont pas dans les bureaux, ils loupent forcément des bouts de communication. Ils loupent forcément des éléments qui sont échangés au sein d'un bureau ou au sein de petits espaces. Et donc à ce moment-là, il faut que les gens puissent régulièrement être rappelés, remis au goût du jour sur ce qui est en train de se passer, même si c'est des projets un peu externes, etc. Donc, les newsletters internes, ça fonctionne bien, une par mois, au rythme qui vous convient, mais en tout cas quelque chose qui fonctionne. La communication, ça implique aussi de savoir rester focus sur ce que vous faites. C'est-à-dire que vous avez le droit, quand vous êtes à distance, de couper vos notifications. C'est pas grave. C'est pas parce que vous êtes loin et que vous choisissez de vous couper temporairement du reste de l'équipe parce que vous avez besoin d'être concentré sur ce que vous faites que vous prenez des risques ou que vous vous mettez à part de la boîte. C'est exactement la même chose que de se lever de son bureau, d'aller s'installer 2 bureaux plus loin ou de se mettre un casque sur les oreilles parce qu'on ne veut pas être dérangé. C'est pareil.
Et c'est pas grave, on ne va pas vous en tenir rigueur. Il y a un troisième canal de communication qui existe, c'est ce que j'appelle la machine à café, qui est typiquement l'espace qui est très informel dans une structure, où les gens vont se retrouver, et puis on va aller causer, et puis tiens, t'as fait quoi ce week-end? Ah ouais, c'était chouette, et puis tiens, j'ai fait ça, ah tiens, j'essaye tel nouveau truc, qui n'a pas forcément un lien avec le bureau, mais qui est un espace de décompression. Le problème, c'est que quand on est à distance, on a tendance à être extrêmement tendu sur le fait qu'il faut être actif, il faut être constructif, il faut produire. Parce qu'il faut pouvoir prouver que oui, on est à distance, mais on bosse bien quand même. Tu vois, je ne suis pas en train de me la couler douce chez moi, quoi. Vous me mettez des séries. Et la machine à café, mine de rien, c'est un espace qui existe physiquement. Il n'y a aucune raison qu'il n'existe pas virtuellement non plus. Donc préparer des rooms. Il y avait un truc qu'on avait fait avec d'anciens collègues qui fonctionnait très bien. On avait un serveur de son, Mumble, et il y avait une room qui était une room cafette, quoi, on va dire, dans laquelle vous aviez la possibilité de rentrer au moment où vous étiez dans un instant de détente. Parce que justement, vous étiez parti vous faire un café, ou parce que vous étiez sur un instant de pause, en train de bouquiner un truc, ou voilà, de décompresser un petit peu. Donc vous vous mettiez dans l'espace de cafette, et à partir de ce moment-là, n'importe qui pouvait avoir envie de discuter, ou envie de faire une pause, pouvait rentrer dans la cafette aussi, et pouvait venir discuter, parler de tout, de rien, mais comme vous le feriez physiquement. C'est exactement la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a des moments de surprise. Vous êtes chez vous, et puis vous êtes en train de boire un café, et d'un seul coup, il y a un collègue qui vous dit « Tiens, ça va ?» Et puis, tiens, ah bah oui, t'es là. Et donc on discute, mais ça crée des espaces de décompression aussi. C'est super important. On parle de tout là-dedans, sauf du boulot. Sauf si à un moment ça devient critique, crucial, on commence à penser à un truc, mais dans ces cas-là, on sort de la cafette. On va faire autre chose, et puis on ne fait pas chier les gens qui sont dans la cafette pour faire autre chose. Comme dans la vie physique. Il y a un problème en termes de communication, c'est le problème de la conversation délicate. C'est le moment où ça ne va pas. C'est le moment où finalement, ça ne se passe pas bien pour vous. Vous n'êtes pas à l'aise au boulot, il y a des choses qui vous emmerdent, vous n'êtes pas à l'aise personnellement parce que vous avez des problèmes à gérer, vous voulez quitter la boîte. Ça nous arrive tous, à un moment on quitte nos jobs, quoi. On n'est pas marié avec nos boulots. Et à un moment, il faut pouvoir en parler aussi. Et quand vous êtes tout seul à distance, c'est pas évident. Donc la communication délicate, c'est peut-être un des points les plus critiques en termes de communication à distance. Il va falloir le détecter, parce que les gens qui ne sont pas bien ne vont pas forcément aller parler d'eux-mêmes. C'est souvent à vous de le faire. Et typiquement, quand vous êtes dans un environnement physique au bureau, vous le voyez. Vous voyez votre collègue qui ne va pas bien. Vous voyez qu'il y a un truc qui lui pèse, et dans ces cas-là, généralement, ce que vous faites, en tout cas, je le souhaite, vous vous levez, vous allez le voir, vous lui tapez sur l'épaule et vous lui dites « Viens, on va boire un café, on va discuter un peu. » D'accord ? Eh bien, il faut faire la même chose à distance. Alors, c'est super compliqué parce qu'il faut déceler vachement plus les petits changements. Il faut déceler chez l'attitude de vos collègues que vous entendez quotidiennement, avec qui vous discutez quotidiennement, un changement d'attitude, une façon d'écrire un peu différente, une façon de parler un peu différente quand vous êtes en audio. Il ne faut pas hésiter à aller voir les gens. Si les gens ne veulent pas parler, ils ne parleront pas. Et ce n'est pas grave. Mais au moins, vous aurez fait cette démarche et vous serez allé vers l'autre en lui disant « J'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas bien. Ça va, toi, en ce moment ou... ?» Voilà. Et, il y a une boîte dans laquelle j'étais, le CTO, il passait tous les mois. Tous les mois, il allait voir les autres. Il n'attendait pas qu'on vienne. Tous les mois, il chopait un bout de communication Skype, il disait « Tiens, voilà, juste 10 minutes, quoi. Ça va, ça se passe bien, des trucs qui vont pas bien. » Voilà. Mais il faisait le tour. Et il faisait le tour de l'ensemble des gens de l'équipe pour savoir si ça se passait bien. Ça, c'est précieux. J'ai appris beaucoup de cette démarche-là. Donc, soyez présents sur les chans, si je récapitule un peu. Partagez vos connaissances, discutez aussi d'autres choses que du boulot, parce qu'on n'est pas que là pour discuter du boulot. Mais n'ignorez pas les problèmes, n'ignorez pas quand les gens vont pas bien, soyez vigilants à ça, et gardez en tête qu'être asynchrone, parce que quand vous êtes en remote, vous êtes asynchrone, ça ne veut pas dire que vous êtes asocial. Ce n'est pas la même chose. Vous avez le droit d'être décalé dans le temps, vous n'avez pas à vous couper des autres. Si vous vous coupez des autres, l'environnement à distance, ce n'est pas facile. Alors, il faut pouvoir collaborer. Collaborer ensemble, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il vous faut un bureau à distance. Alors, ça peut être un espace de coworking, où vous descendez le matin, qui est à côté de chez vous, à 10 minutes de chez vous, un peu plus, un peu moins, et puis dans lequel vous travaillez avec d'autres personnes qui font parfois d'autres métiers que vous, mais du coup, c'est intéressant, c'est enrichissant, vous discutez aussi d'autres choses à la machine à café, toujours la fameuse. J'espère que vous buvez du café, sinon vous buvez du thé, je ne sais pas. Ou alors vous travaillez de chez vous, mais dans ces cas-là, vous êtes sur du home office, un truc ergonomique, un truc qui est pensé, sur lequel vous êtes bien installé. Vous pouvez aussi travailler en nomadisme. J'ai eu des collègues qui travaillaient de façon nomade et qui circulaient tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, ils changeaient de spot, ils se déplaçaient. Bref, tout ce qu'il faut garder en tête, c'est que le confort,
c'est essentiel, mais c'est aussi individuel. Ce qui vous convient à vous ne conviendra pas à quelqu'un d'autre de la boîte. Et c'est pas grave. Chacun a ses exigences en termes de confort. Et c'est nécessaire. Ma copine travaille énormément assise dans des canapés, dans des poufs, ça lui va très bien. Elle n'a pas forcément besoin d'un bureau. Elle y est très à l'aise. Super. L'important, c'est de vous le faire financer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la boîte, là je parle vraiment dans un contexte pro, la boîte dans laquelle vous travaillez choisit de vous faire travailler en remote et d'accepter ça, elle joue le jeu. Et elle joue le jeu jusqu'au bout. Ça veut dire que s'il faut vous payer un bon fauteuil, ou un bon écran, ou un espace de coworking, parce que vous préférez bosser dans un espace de coworking, ou un forfait 4G 100 gigas parce que vous êtes en nomadisme, la boîte, elle le paye. Et croyez-moi, ça lui revient toujours moins cher que de payer le coût d'une présence physique dans des bureaux, dans une grande ville, pour pouvoir avoir tout le monde sous la main. Donc à un moment, travailler à distance, oui, mais dans de bons contextes, et on ne paye pas de sa poche, quoi. Il faut savoir être efficace. Alors être efficace, c'est notamment comment je gère le fait que le matin, j'ai du mal à me lever. Toute ressemblance avec un personnage existant ou ayant existé serait purement fortuite. Et c'est pas grave, vous avez le droit d'arriver à 11h sur les chans parce que vous n'arrivez pas à vous lever avant 11h. C'est pas grave, encore une fois, personne ne peut vous en tenir rigueur. Et c'est très bien, à partir du moment où vous faites votre boulot, il n'y a pas de souci. Il faut que vous gériez votre temps correctement, c'est-à-dire que vous ne commencez pas à bosser à 7h le matin pour finir à 21h le soir. Ça ne fonctionne pas. Vous gardez un temps de travail qui est un vrai temps de travail. Alors après, vous pouvez le segmenter en plusieurs fois dans la journée, si vous le voulez, si ça vous convient, il n'y a pas de souci. Mais juste, n'étendez pas out of time l'intégralité de votre temps de travail, c'est pas vrai. Et surtout, pas de stress. Parce qu'on ne pourra vous juger que sur votre travail fourni. La seule unité de mesure existante possible, c'est le travail que vous fournirez. Point barre. On ne peut pas vous tenir rigueur de ne pas vous pointer à 9h le matin sur le chan. On ne peut pas vous tenir rigueur de venir travailler de temps en temps un samedi ou de venir de temps en temps un peu tard parce que vous vouliez finir un truc. On ne peut pas vous tenir rigueur d'avoir coupé vos notifications pendant 2 heures parce que vous vouliez rester concentré sur votre tâche. Tout ce qui importe, c'est que vous livriez votre travail dans les temps et dans les conditions qui étaient convenues au départ. C'est le seul critère de valeur qui vaille. À partir du moment où vous l'avez compris et où la personne en face l'a comprise aussi, vous vous simplifiez la vie. Alors il va falloir parler un peu de méthodologie et d'agilité. Je vais les passer un peu vite, mais l'idée c'est que c'est des concepts à avoir un peu en tête quand on commence à penser travail à distance. La notion de time overlap, c'est ce temps que vous avez entre le moment où vous partez de chez vous et le moment où vous arrivez au bureau et qui vous permet déjà de commencer à vous mettre un peu dans les tâches que vous allez gérer aujourd'hui, ou le moment où vous partez du bureau et où vous rentrez chez vous, ou vous allez boire une bière avec des potes, ou faites ce que vous voulez après le boulot, je m'en fous. Et qui est le moment où ça vous permet de sortir un peu de ce que vous faisiez quand vous étiez au travail, etc. Ça, c'est des sas de décompression et c'est hyper important. Si vous ne les avez pas, vous n'arrivez jamais à sortir correctement du travail et vous n'arrivez plus à différencier votre vie perso de votre vie pro. Et typiquement, passer la porte du bureau pour rentrer dans le salon, ça a été mon cas pendant des années, c'est pas un time overlap, ça n'existe pas. C'est pas une fraction de seconde. Vous pouvez avoir besoin de 5 minutes, de 10 minutes, d'une demi-heure, d'une heure, ça dépend des gens. Quoi qu'il en soit, vous prenez ce temps. Vous allez marcher dehors 5 minutes, vous faites autre chose, vous bougez un peu, vous regardez un truc à la télé avec vos gamins si vous en avez. Enfin, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais à un moment, vous donnez ce sas de décompression, vous en avez besoin. Gardez en tête la règle des 4 heures. La règle des 4 heures, ça dit que statistiquement, une personne qui est présente dans un bureau physique 7 heures par jour n'est réellement opérationnelle que 4 heures. Les 3 heures restantes, elle fait autre chose. Elle fait du social. Elle discute avec les gens, elle échange, elle circule, elle discute, elle va regarder des trucs sur le net parce que là, d'un seul coup, elle n'a pas la motivation pour avancer, elle ne trouve pas la réponse, elle a besoin de se sortir un peu la tête. Elle fait du télémaison, qui est l'inverse du télétravail, c'est quand vous travaillez sur vos projets perso maison depuis le bureau. Vous le faites tous et toutes. Donc voilà, gardez ça en tête. Si vous êtes effectif 4 heures quand vous êtes dans un bureau physique, vous êtes effectif 4 heures quand vous êtes chez vous, pareil. Ne vous collez pas la pression de travailler plus. Ça n'est pas nécessaire. Acceptez de travailler en horaire décalé. Là, encore une fois, ce n'est pas grave. Faites attention à la dispersion, parce que, encore une fois, c'est ce que je disais au tout début, des vecteurs de dispersion, il y en a. Il y a moult moyens, quand vous êtes chez vous ou dans un espace de coworking, d'être distrait par autre chose. Donc, soyez quand même vigilants à ça. Ménagez-vous des vrais espaces. C'est compliqué de travailler depuis son salon. Il y a des gens qui y arrivent.
Moi, j'y arrive assez bien, mais parce que je vis un peu tout seul dans mon salon. Mais si vous avez des enfants autour de vous, si vous avez du bruit autour de vous, qu'il n'y a pas du bruit qui vous convient, etc., c'est pas facile de travailler dans son salon. Donc il faut des espaces qui soient des vrais espaces de travail aussi quand vous avez vraiment besoin de vous isoler. Ça veut dire pas tout le temps, mais ça veut dire que quand c'est nécessaire, il faut pouvoir le faire. Si vous ne l'avez pas, ça va être compliqué. Pensez à impliquer les gens dans les réunions. Alors c'est ballot, mais déjà physiquement, les réunions, c'est chiant. Alors quand c'est à distance, c'est uber chiant, en gros. Donc ça veut dire que si en plus vous venez à des réunions auxquelles vous êtes conviés alors que vous n'avez pas grand-chose à y faire, juste parce que ça serait bien qu'un tel il soit là, ou qu'une telle elle pense aussi à nous ramener un truc, c'est hyper dur, quoi. Pour peu que ça s'étale dans le temps et que ça dure, bah ouais, on est derrière son écran, il n'y a que le son, au bout d'un moment on fait autre chose, quoi. Et puis d'un seul coup on vous parle, on fait non, je sais pas. Et alors, ça c'est terrible, quoi. Donc si vous faites venir des gens à des réunions, vous les faites venir parce qu'il y a une bonne raison, vous avez besoin de leur expertise à un moment là-dessus. Et si vous faites venir les gens en réunion, vous les impliquez, vous leur demandez régulièrement « Et toi, t'en penses quoi ? Et toi, par rapport à ton sujet, ça donne quoi ?» Mais vous poussez les gens. Et ajoutez de la vidéo, ça coûte pas grand-chose, on peut être vraiment à plusieurs maintenant en chaîne vidéo, puis ça évite les... c'est déjà pas mal. Au moins, ça force les gens à rester un peu concentrés dans les réunions. Faites des DSM, c'est ballot, mais c'est important quand vous êtes à distance de savoir sur quoi travaillent vos collègues. Et de savoir sur quoi ils sont en train d'agir et pourquoi ils sont en train de faire les choses. Donc le petit point quotidien qui permet de savoir moi j'ai travaillé sur ça, là je vais travailler sur ça, là je suis bloqué sur ça, c'est hyper pratique. Et dans Daily Stand-Up Meeting, il y a stand-up. Donc c'est pareil, vous ne le faites pas avachi dans votre canapé avec votre café le matin en train de discuter parce que vous êtes réveillé 5 minutes plus tôt. À un moment, stand-up, vous êtes stand-up, donc vous êtes debout à côté de votre bureau et vous discutez, vous parlez, mais à un moment, s'il y a cette dynamique d'être debout, c'est parce que énergétiquement, ça pousse le corps. Donc faites-le, même si vous êtes tout seul chez vous, c'est pas grave, même si vous êtes à poil chez vous, c'est encore plus marrant. Faites des rétros et des démos. Oui, je bosse à poil. Faites des rétros et des démos, c'est con, mais quand vous êtes à distance, il faut pouvoir faire venir les gens aussi et leur montrer ce que vous avez fait. Parce que, encore une fois, le travail est la seule valeur sur laquelle vous pouvez être jugé. Donc, il faut montrer ce que vous faites. Donc, ne négligez pas l'importance des rétros et des démos. Ça veut dire préparer des choses pour les présenter. Ça veut dire aussi respecter les autres et regarder leur travail, histoire de se tenir au courant. C'est un peu le minimum. Impliquez les gens dès le départ, en amont, dans la conception. Faites des plannings poker si vous êtes en méthode agile, en Scrum, avec des plannings poker, même si on sait que les notations, ça ne sert à rien. Ou faites des previews techniques et de façon à ce que vous puissiez être un peu au courant de ce qui se passe. Il n'y a rien de pire quand vous êtes en train de travailler sur une tâche, d'avoir d'un seul coup votre inbox qui se remplit avec des tickets qui viennent de nulle part et vous faites « Ouais, super, j'étais même pas au courant qu'on bossait sur ça, super. » Voilà. Impliquez les gens en amont, on a tous notre rôle à jouer dans la chaîne de travail et c'est aussi collaboratif le travail. Donc c'est des échanges, quoi. Informer sur vos disponibilités, vos indisponibilités. L'une des souplesses du remote, c'est de pouvoir caler aussi son rythme de vie en fonction du boulot, donc pouvoir s'absenter 1 heure pour aller à un rendez-vous, et de pouvoir revenir après, de reprendre ensuite, ou de pouvoir faire un break parce que vous en avez besoin. Encore une fois, c'est pas grave, on ne doit pas vous en tenir rigueur, mais si vous le faites, ayez au moins le respect de prévenir les autres que vous n'allez pas être là. C'est hyper simple sur les chans de mettre un AFK parti manger, AFK dans 1h30 je reviens, enfin juste un moment, voilà. Tenez les gens informés de si vous êtes là ou pas. Et pour ça, utilisez les chats, les statuts. C'est con, mais les statuts, ils sont là pour ça, quoi. Do not disturb ou away, franchement, c'est juste un peu la base, quoi. Utilisez beaucoup les vidéoconférences. Je ne reviens pas dessus, mais voilà, n'hésitez pas à utiliser la vidéo dès que vous sentez que vous en avez besoin. Faites des code reviews et des peer reviews. C'est con, mais à un moment, si vous faites du dev, vous impliquer dans le travail de l'autre et impliquer l'autre dans la propre relecture de son travail, c'est aussi lui montrer que vous ne négligez pas ce qu'il a fait. Et c'est important de se sentir valorisé quand on est à distance parce qu'on n'a pas le regard physique direct des autres. Donc il faut pouvoir sentir qu'il y a quand même un intérêt sur ce qu'on fait. Et de la même manière, faites du pair programming. On a des super outils qui permettent de faire du pair programming à distance maintenant. Il ne faut vraiment pas hésiter à les utiliser, qui sont interfacés avec les IDE en plus. Ça fonctionne super bien et franchement, on y gagne. Pensez à rencontrer vos équipes. Rencontrer les équipes, ça veut dire prévoir des rencontres régulières. Je ne dis pas fréquentes, je dis régulières. Ça peut être 1 fois par an, 2 fois par an, toutes les 6 semaines, tous les 3 mois. L'important, c'est que ça soit fixe. L'important, c'est qu'au moment où ça se finit, on ne soit pas en train de se dire on se revoit dans, je sais pas, 1 mois et demi, qu'est-ce qui va le mieux? Non, si c'est tous les 3 mois, c'est tous les 3 mois. Si c'est tous les 6 mois, c'est tous les 6 mois. Mais à un moment, c'est régulier. Et entre les deux,
si vous avez besoin, faites des informels. C'est un truc qu'ils font beaucoup chez Nextcloud, et c'est hyper malin. C'est-à-dire qu'ils ont un rythme, alors pour le coup, pas suffisamment régulier de rencontres, mais du coup, il y a des moments, ils ont besoin, envie de se retrouver à juste 3-4 membres de l'équipe, parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils ont envie de bosser ensemble sur 4-5 jours, et donc ils vont chez les uns ou chez les autres, et dans une maison de campagne, où ils se louent un truc, ouais, et donc ils s'invitent les uns les autres, et ils se rassemblent pour 4-5 jours, pas toute l'équipe, juste une petite partie de l'équipe qui a envie de bosser ensemble quelque temps. Et ça, le mécanisme des informels, ça fonctionne très bien. C'est vraiment un truc à mettre en place. Faites des meet-ups, des hackathons pour rencontrer les gens, revoir les gens, travailler sur des projets ou des side projects, ou impliquer des gens de votre communauté. Mais rencontrez les gens, restez pas tout seul chez vous. Donc, collaborer, c'est travailler où ça vous convient, comme ça vous convient. Ça veut dire vous impliquer, proposer des choses, ne pas rester tout seul dans votre coin. Et donc de ne pas rester totalement isolé, de faire bande à part. Si vous faites bande à part, vous n'êtes déjà plus dans un mécanisme de remote. Vous êtes un prestat externe qui vend du temps de cerveau, mais vous ne faites plus partie d'une équipe, quoi. L'un des trucs importants, en tout cas l'un des trucs que je constate le plus depuis 6 ans que je fonctionne sur ce rythme-là, c'est qu'on apprend énormément sur soi quand on travaille en remote. Et il faut être prêt à ça. J'entends beaucoup des gens qui disent « ouais, je sais pas, le remote, c'est peut-être pas pour tout le monde ». J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il faut être prêt à s'écouter, à revenir sur soi et à être capable de découvrir des fois des choses sur soi qui ne sont pas forcément très agréables. Ça, c'était la slide petit bambou. Donc, ça veut dire garder confiance en soi. C'est pas grave. Enfin, tout ce qui va se passer ne présage pas de votre valeur, et c'est pas parce que de temps en temps ça merde, des merdes vous en feriez aussi bien au bureau, vous avez aussi le droit de vous gourer à distance. Encore une fois, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous ne valez pas moins que les local workers. Les gens qui bossent physiquement dans les bureaux ne sont pas meilleurs que vous, ou n'apportent pas une plus grande valeur ajoutée au projet ou à l'entreprise. C'est pas vrai. Les gens qui travaillent à distance l'apportent tout autant. Donc ne vous sentez pas dévalorisé. Je sais que c'est un sentiment qui revient souvent. Utilisez des icebreakers dans vos communications et dans vos échanges. C'est des petits moments, petits espaces, petits jeux qui vont permettre dans un premier temps de démarrer un truc. Typiquement sur des rétros, on en faisait beaucoup dans la boîte où j'étais avant. Ça pouvait être un concours de gifs. Tu as 1 minute pour trouver le gif le plus marrant que tu veuilles, ou trouver le message de commit le plus absurde qui soit. Ou voilà. Et c'est con, mais c'est le genre de petit défi qu'on peut se lancer aussi quand on est en présence dans des bureaux physiques, qu'il est important de retrouver aussi quand on est à distance, plutôt que de se dire « bon, on démarre la rétro, ça y est, tout le monde est là, alors, on en était où? Donc, qui a travaillé sur quoi ?» Et à un moment, on est aussi des êtres humains, nous ne sommes pas que des machines. Donc pensez-y. Et faites des check-in en one-on-one. Elle est affreuse, cette slide. Allez rencontrer les autres, n'hésitez pas, encore une fois, à aller vers les gens, à vous prendre par la main, à discuter, à vous rencontrer, éventuellement physiquement, si vous n'êtes pas forcément loin, on peut travailler à distance, parce qu'il y en a un qui est à Versailles et l'autre qui est dans le sud de Paris. Ouais, effectivement, c'est plus pratique que de se retrouver à bosser au centre de Paris, mais des fois, de temps en temps, ça peut être nécessaire de se retrouver. Et puis, il faut penser à vaincre l'isolement, parce que quand on est tout seul, on s'isole assez vite. Travailler tout seul, a fortiori de chez soi, c'est parfois long, c'est parfois lourd, c'est parfois compliqué. Et on peut très vite se sentir un peu seul, surtout quand on n'est pas bien. Et on a tous des moments, on a tous des coups de mou, on n'est pas bien, etc. Donc ouvrez-vous aux autres. Allez faire des trucs à l'extérieur, rencontrez des potes, allez dans des assos, allez dans des meet-up. Enfin, j'en sais rien, faites des trucs, faites du macramé, j'en ai aucune idée, mais juste faites des trucs qui vous font plaisir et qui impliquent du tissu social. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien aller voir d'autres personnes. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais si la présence physique ne vous convient pas, il y a d'autres moyens de rester en contact avec des gens, quoi. J'ai de très bons amis qui ne sont pas bien du tout en présence physique, mais qui sont très bien sur des réseaux comme de l'IRC. Et très bien, passez du temps sur IRC après le boulot, quoi. Mais parlez-y d'autre chose que du boulot, faites autre chose. Mais cultivez votre tissu social, c'est hyper important. Et surtout, ne vous enfermez pas volontairement. Il y a un phénomène qui arrive souvent, en tout cas que moi j'ai bien connu, et qui consiste au bout d'un moment à se mettre un peu à l'écart de l'équipe parce qu'on n'y trouve plus trop sa place, on ne sait pas trop comment ça se passe, et puis on se rend compte que l'équipe elle fonctionne bien, et puis on regarde, et puis au bout d'un moment on finit par se dire c'est une belle équipe, c'est vraiment top, ils font un super boulot. Je ne sais pas trop à quoi je sers, mais c'est une belle équipe. C'est pas bon. Quand on commence à en arriver là, généralement, on démissionne dans les 3 mois qui suivent. Donc, ne vous enfermez pas volontairement. Forcez-vous à aller aussi vers les autres membres de votre équipe. C'est ce qui va vous rappeler pourquoi vous êtes là et pourquoi votre place à l'intérieur de l'équipe est hyper importante.
parce que vous êtes tous importants au sein de l'équipe. Pas indispensable, mais important. Partez surtout d'un principe de bienveillance. Quand on s'adresse à vous, dites-vous que la personne qui s'adresse à vous est toujours bienveillante. Parce que quand on communique qu'elle écrit, on peut vite le prendre de travers, parce que c'est quelqu'un à qui on ne s'entend pas forcément bien, parce que d'un seul coup, il y a une remarque qui passe un peu de travers, et puis ça s'enflamme, et on se retrouve avec des threads dans des issues qui n'en finissent pas, où les gens s'insultent, ou se balancent des gifs horribles. Enfin voilà, partez du principe que les gens ne vous veulent pas de mal. C'est pas grave, quoi. Et à un moment, si vous pensez que quelqu'un vous fait une remarque de travers, vous lui dites, quoi. Vous dites, il y a un truc que j'ai dit qui n'était pas bon, ou on ne s'est pas compris. Et vous pouvez être sûr que 9 fois sur 10, la personne vous dira, ah non, je n'ai pas voulu dire ça du tout. Je suis désolé, je me suis mal exprimé. Voilà. Partez d'un principe que les gens ne vous veulent pas de mal, quoi. Il y a de la bienveillance partout, vraiment. On a de la chance dans nos boulots, quand même, globalement. Comment on passe à l'échelle? Parce que c'est bien sur des petites structures, ça se fait vite, on est 3-4 à bosser ensemble, etc. Et comment ça se passe quand on est 35? Ben, ça passe à l'échelle, ça fonctionne. Juste, il faut voir grossir l'équipe. Donc, il faut considérer que tout est public par défaut. Il faut transmettre au maximum l'information, il faut que ça se diffuse. Il ne faut pas garder les choses pour soi. Moi, je mise beaucoup sur ce que j'appelle l'auto-organisation sage et responsable. C'est-à-dire que, à partir du moment où ça grossit, où les gens arrivent, laissez venir les gens. Ne commencez pas à micromanager les éléments, ne commencez pas à poser des choses. Regardez comment ça s'organise, regardez comment ça se joue, regardez comment ça se plante, parce que ça va se planter, et réalignez à ce moment-là. Mais ne soyez pas trop proactifs. Laissez les gens s'adapter aussi les uns aux autres. On est des animaux, hein. Évitez ce que j'appelle les micro-spots. Alors les micro-spots, c'est hyper tentant, c'est les moments où ça commence à se passer parfois un peu mal, et puis on se rassemble à 3 ou 4 dans une room un peu dédiée, ou dans un Slack privé, et puis on commence à bitcher un peu sur les autres, on commence à dire « t'as vu un peu la gueule qu'il y a ?» Ouais, alors évitez les micro-spots, quoi, parce que du coup, ça commence à créer des micro-enrôlements à l'intérieur de la structure. Alors, c'est déjà pas facile à gérer en physique quand on sent qu'il y a des petits groupes qui commencent à se constituer à l'intérieur de l'entreprise. Quand c'est à distance en plus, c'est terrible. On se sent hyper vite mis à l'écart. Donc essayez d'éviter ça au maximum. Je sais qu'on ne peut pas totalement l'éviter, mais essayez de minimiser cet impact-là. Il y a un truc que j'aime bien, c'est le concept de verre au bar. C'est un truc que j'ai compris assez tard, en fait, dans une boîte où je bossais, où on se voyait toutes les 6 semaines. Et puis, au fur et à mesure qu'on se voyait, à chaque fois que je revenais, je constatais qu'il y avait 400 personnes. Elles avaient toujours un truc en plus. Quand elles étaient entre elles, il y avait toujours un truc qui se faisait en plus. Et je me dis, mais je ne comprends pas, je loupe un truc là. Et en fait, je me rendais compte que ces gens-là se voyaient un peu plus souvent que les 6 semaines. Et ils allaient très souvent boire des verres ensemble après le boulot. Et c'est con, mais du coup, ça crée une vraie dynamique et des vrais échanges entre ces personnes-là. Et d'un seul coup, les private jokes commencent à sortir et vous vous sentez plus ou moins exclu du truc. Et ça crée des sentiments de jalousie, ça crée des sentiments de malaise, on n'est pas bien. Donc pensez à organiser des verres au bar. Alors, les verres au bar, ça peut être, si vous êtes dans des environnements distants, mais pas trop éloignés géographiquement, vous pouvez organiser des vraies soirées. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire la même chose, mais à distance. Encore une fois, ce n'est pas très compliqué d'avoir un mumble et de boire une bière avec un copain. C'est con, mais ça fonctionne aussi, quoi. Acceptez de travailler au travers du globe et de décaler vos horaires. C'est pas grave, vous avez le droit d'être décalé et de travailler différemment. Plus votre équipe va grossir et plus vous allez embaucher des gens aux 4 coins du monde, et c'est très bien. Dites-vous juste que si votre collègue qui est à Cuba, il commence à 15h quand vous finissez à 17h, vous avez une tuile de 2 heures où vous pouvez échanger et puis discuter, et puis après vous passez à autre chose. Bon, c'est pas grave, vous maximisez ce temps-là, vous l'optimisez, ça rentre dans votre routine quotidienne. Acceptez de travailler avec vos clients, je la passe un peu vite celle-là, mais en gros, si votre produit, votre projet implique de travailler avec des gens extérieurs, de vendre des choses, le message c'est d'être transparent. Ne mentez pas sur votre façon de travailler, ne mentez pas sur vos méthodos, dites que vous travaillez à distance. Quand ça se plante, expliquez que vous vous êtes planté, que c'est pas grave. Fournissez des références sur la façon de le faire et vous verrez, ça se passera bien. Quand on passe à l'échelle, généralement, on se met beaucoup de pression et c'est souvent là qu'arrivent les moments de burn-out. J'en ai fait plusieurs, donc encore une fois, je sais de quoi je parle. Éviter le burn-out, c'est déjà pas d'overwork. C'est pas la peine de travailler trop, c'est pas la peine de travailler plus, c'est pas la peine d'essayer de dire qu'il faut finir. Dans une boîte où j'étais, on avait un collègue qui avait tendance à faire des PR un peu tard le soir. Et en fait, il programmait ses PR avec un slip dans son terminal pour qu'elles soient publiées que le lendemain matin, parce qu'on avait un autre collègue qui, lui, passait souvent le soir à 23h avant d'aller dormir et qui faisait les reviews de PR. C'était ultra culpabilisant. Donc à un moment, pas d'overwork, ça sert à rien. Vous êtes là pour travailler 7 heures par jour, ne faites pas plus, c'est pas utile. Dites-vous surtout que vous n'êtes pas une perle rare. Je suis désolé, vous n'êtes pas un mouton à 5 pattes, vous n'êtes pas indispensable. C'est triste, c'est terrible, mais c'est franchement mieux pour vous. Vous en sortirez, c'est ce qui vous permettra de vivre jusqu'à 80 ans et de ne pas claquer d'une crise cardiaque à 50. Donc c'est plutôt pas mal.
Gardez du temps pour faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Je vous renvoie vers une conférence d'Hubert Sablonnière qui s'appelle Projet Perso 42, une aventure ultrasonique, où il explique pourquoi les pet projects, c'est important pour lui, pourquoi il fait ça, ce que ça lui apporte au quotidien personnellement. C'est pas parce que vous aimez votre boulot que votre boulot est tout. Vous avez le droit aussi de faire autre chose, et c'est pas grave. Et encore une fois, ne vous faites pas oublier. Investissez-vous, l'équipe grossit, c'est très bien, vous avez toujours votre place dans cette équipe. Il suffit de la redéterminer, il suffit de voir avec les gens pourquoi vous avez une vraie valeur ajoutée à apporter. Si on peut tirer des leçons de l'open source par rapport au travail à distance, c'est que ce qui est important, c'est de fournir un travail qui est intéressant, un travail utile d'ailleurs, plus qu'intéressant. C'est ça qui est nécessaire. Il faut que vous facilitiez l'accès à l'information, il faut pouvoir donner des billes aux gens pour pouvoir agir. Et il faut rencontrer les gens pour pouvoir les impliquer et vous impliquer. C'est le seul moyen de faire en sorte que ça se passe bien, même quand vous grossissez. Et croyez-moi, j'ai travaillé dans des boîtes où on a commencé à 5, on a fini à 35, et on était tous en remote, et ça se passait très bien. Je ne dis pas que ça se passe sans encombre, je dis que ça se passe très bien et qu'on délivre. Donc, voilà, pensez à partager, à diffuser, à rencontrer, et surtout, ne vous forcez jamais et ne paniquez pas, ne paniquez jamais. On a tous le droit de se planter, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Il va falloir expérimenter. S'il n'y a pas de remote dans votre boîte, commencez doucement. Mettez pas tout de suite toute l'équipe en full remote à 100%, parce que là, généralement, ça va faire... Et puis il n'y aura plus personne. Mais commencez par détacher les gens qui sont vraiment motivés, qui veulent vraiment essayer, un jour par-ci, 2 jours par-là. Vous tentez, vous vous plantez. C'est pas parce que vous vous êtes planté une fois que vous vous planterez toujours. Il faut rajuster, il faut revoir. Mais il faut mettre en place les méthodos. Il faut surtout que les gens qui travaillent en local aient conscience qu'il y a des gens qui bossent à distance. Si tout le monde est raccord là-dessus, globalement, ça se passe bien. S'il y a une chose à retenir de la conf, c'est que tout est asynchrone. C'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai commencé à travailler en remote. Dites-vous que quand vous êtes à distance, tout se fait hors du temps. Ce n'est pas parce qu'on vous pose une question qu'il faut que vous arrêtiez tout ce que vous faites, toutes affaires cessantes, pour tout de suite intervenir et répondre à votre question. Vous avez le droit d'attendre 2 heures pour finir votre tâche et répondre après. Mais ce n'est pas parce que vous posez une question que vous aurez la réponse dans la minute. Vous l'aurez peut-être que 2 heures plus tard, et il faut pouvoir utiliser ce temps-là utilement aussi. Et ça, ce n'est pas grave. À partir du moment où vous acceptez que tout est asynchrone, ça se passe très bien. Si vous avez des questions, je suis à vous. On a une question. Je suis obligé de courir. Oui, c'est les projecteurs. Bonjour, ouais. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai une petite question quand même moi, sur le fait, tu revenais dessus à la fin, là, sur le fait que tout était asynchrone, et en même temps, tu parles beaucoup d'enfermement, tu parles du fait qu'il faut quand même avoir une communication directe qui est la plus fréquente possible pour éviter l'isolement. Et moi, ça m'interroge quand même, parce que je ne crois pas trop justement aux histoires d'horaires décalés, et je trouve que c'est vraiment, ça me semble quelque chose de très difficile, par exemple pour... quelque chose d'aussi essentiel, enfin de mon sens, que le daily meeting, c'est pas facile à organiser. S'il y en a qui commencent à 11h, d'autres à 8h, ça tombe jamais au bon moment pour personne finalement. Alors je sais pas si c'est quoi ton retour d'expérience toi sur ces horaires décalés. T'as l'air convaincu, mais moi je le suis pas trop. Alors si tu pouvais me dire quelques mots qui me convainquent complètement. Ouais. Les horaires décalés, en tout cas le fait d'être asynchrone, globalement ça fonctionne. Pour le coup, j'ai vraiment pu l'expérimenter en direct avec des gens qui ont bossé à l'étranger pendant un temps donné, pendant quelques mois, et où on avait vraiment 2 heures de tuilage par jour. Et tu te dis, au début, tu te dis ah ouais, ça va pas être facile quand même. Et finalement, tu te rends compte que tu maximises le temps de 2 heures et ça se passe bien. Tu arrives à faire des relais, des transferts de compétences, ça se passe plutôt pas mal. Tu te rends compte que tu rentres dans des cycles aussi qui sont parfois des cycles qui sont plus long, tu arrives à moins délivrer en urgence, tu arrives à moins sortir un truc dans la journée, tu arrives à sortir des trucs parfois en 2 jours au lieu d'une journée, mais à la limite c'est pas grave, parce que du coup ça donne aussi beaucoup de temps de review, et ça donne du temps, et on sort un travail qui est de meilleure qualité, c'est un travail qui revient moins. Donc ça c'est plutôt pas mal. La grosse difficulté c'est quand on commence à avoir une même équipe qui est distribuée vraiment tout autour du globe, et où tu te rends compte qu'il y en a qui seront jamais présents en même temps, vraiment sur des jeux de fuseaux horaires où d'un seul coup non, ils sont juste pas du tout présents en même temps. Donc dans ces cas-là, ça, j'ai pas expérimenté directement, mais c'est des retours que j'ai d'autres boîtes comme Mozilla, où dans ces cas-là, tu tuiles. Tu fais un premier daily meeting avec une partie de l'équipe, et tu fais un deuxième daily meeting avec l'autre partie de l'équipe, et c'est celle qui est entre les deux qui permet de faire le relais aussi.
Et puis après, ça passe par d'autres canaux, par des façons de formater les tickets, de dire les choses, d'expliquer, etc. Donc c'est encore une fois de la discipline, mais ça fonctionne. J'insiste effectivement sur le fait qu'il faut essayer de ne pas s'enfermer parce qu'on est vite un peu tout seul quand on bosse tout seul dans son coin. Mais globalement, même s'il ne faut pas s'enfermer, il faut aussi se dire que j'ai le droit de ne pas être présent 2 heures et que je ne vais pas tout louper, la boîte ne va pas s'arrêter de tourner, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Gardez à l'idée que rien n'est jamais assez urgent pour qu'on vous interrompe toutes affaires cessantes et qu'il faut vraiment tout arrêter. Les seuls cas où ça peut se produire, c'est, je ne sais pas, si la prod tombe. Et franchement, si la prod tombe, les gens qui en sont responsables ont d'autres alertes que les collègues qui appellent en disant « Ah, la prod est tombée !» Généralement, ils sont déjà au courant bien avant vous. Donc, en vrai, rien ne justifie qu'on puisse vous interrompre à n'importe quel moment. Donc, soyez à l'aise là-dessus sur le fait que vous êtes peaceful sur la gestion de votre temps, quoi. J'avais une autre question pour toi, plus de manière retournée. Quel conseil tu aimerais donner aux managers d'équipe remote ? De travailler en remote. C'est con, hein, c'est con, mais quand tu manages une équipe et que toi-même t'es pas conscient de ce que ça implique, c'est vachement compliqué. Alors que si toi, manager, tu bosses aussi en remote, et ben tu vois aussi vachement les contraintes liées à ça, et ça t'oblige à rentrer beaucoup plus dans le moule. Et je dirais que le bon conseil, à la limite, s'il y en a un, c'est de ne pas chercher encore une fois à micromanager ses équipes et à ultra-diriger ses équipes. Personne n'est plus efficace parce qu'on le regarde au-dessus de l'épaule ou qu'on écoute si la frappe sur son clavier est plus rapide ou moins rapide, ce qui expliquerait qui code ou qui chatte. Je l'ai connu, ça. Hein. Mais des managers qui disaient « Tu codes pas, là, tu chattes, tu tapes beaucoup plus vite que quand tu codes. » Oh, mec, c'est la Stasi ou quoi? Donc, non, c'est vraiment c'est faire confiance aux gens. Ouais. Faire confiance aux gens. On les embauche pour ça, hein, et puis on a des périodes d'essai qui sont longues. À un moment, si les gens ne conviennent pas, ça se sent assez vite, et puis c'est pas grave, quoi. Et bienveillance. Et je crois qu'on est... Il reste encore un peu de temps? Oh, c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois. Le suspense est à son comble. Ah, oh, pardon. Super prêt, merci d'abord. Dans la mesure où une entreprise autorise, par exemple, un jour de télétravail pour ses collaborateurs par semaine, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le plus simple, c'est que tous les collaborateurs télétravaillent le même jour? Ou est-ce que c'est peut-être plus facile de dispatcher dans la semaine, histoire d'avoir un groupe de salariés présents sur le site en même temps? Encore une fois, ça va dépendre des implications liées au contexte d'exécution, au contexte de travail, etc. Mais globalement, j'aurais tendance à penser que ça ne sert à rien d'imposer un jour, ne serait-ce que parce qu'il y a des gens à qui ça va convenir et d'autres non. Il y a des gens qui vont être ravis en télétravail le vendredi, parce que du coup, ils sont déjà un peu tranquilles chez eux pour finir les petites tâches qu'ils avaient à faire, et puis après, c'est le week-end. Il y a des gens qui vont être contents d'être en télétravail le mercredi, parce que c'est vachement plus simple pour gérer les gamins. Si on impose un jour précis pour toute l'équipe, qui dispatche toute l'équipe d'un seul coup, il y aura toujours des mécontents, il y aura toujours des gens qui ne sont pas bien. Je pense que c'est plutôt efficace de laisser la main aux gens pour choisir le bon moment où ils ont envie d'être en remote. Et de toute façon, puisqu'à partir du moment où une personne est loin, on peut considérer que tout le monde est loin, que tout le monde soit physiquement réellement loin ou que ça soit par fraction et par petits bouts d'équipe, c'est pas très grave. Encore une fois, c'est des routines qui se mettront en place petit à petit et puis ça finira par bien se faire et il n'y aura pas de gros soucis. Mais globalement, je pense que moins on impose aux gens et plus on laisse les choses se faire et plus c'est efficace. On reste très organique, hein, finalement. Et le travail et l'organisation du travail, c'est aussi ça, quoi. On laisse pousser, on taille de temps en temps, et puis ça fait des belles choses à la fin. Oui. Oui, merci. Tu n'as pas du tout parlé d'outils. Est-ce que tu as des recommandations à faire sur les outils qu'on peut utiliser ou mettre en place, des choses comme ça? Alors, j'ai pas parlé d'outils, notamment parce que j'avais une slide que j'ai fini par retirer, parce que quand j'ai répété la conf une nouvelle fois hier soir, elle faisait 55 minutes, et donc j'ai dit c'est pas possible, il va falloir que j'en enlève. J'ai notamment levé une slide qui disait les outils ne sont que des outils. J'ai beaucoup cru aux outils au départ, comme la réponse ultime. Pour moi, c'était le 42, les outils. C'était « Ah ouais, tiens, on va mettre en place tel outil, ça sera génial !» Et en fait, non, un outil, c'est un outil, quoi. Ça n'est que ce que les gens en font.
Donc, j'ai pas forcément de recommandation de bons outils. Pour moi, les bons outils, c'est les outils avec lesquels les gens sont les plus à l'aise. Et c'est pour ça que je disais, l'important, c'est un chan écrit, un chan son, un chan vidéo et du mail. Bon, le mail, ça, a priori, c'est bon. Et après, chan écrit, c'est là où les gens sont le plus à l'aise et où on sait qu'il y aura le moins de friction possible. Et idem pour les autres canaux, finalement. Et il y a une boîte où j'ai été, on s'est beaucoup posé la question, on était tous sur IRC, ça convenait pas à plein de gens parce que c'était compliqué, c'était trop tech, c'était trop geek, c'était trop... Voilà. Il fallait passer sur un truc un peu plus moderne. Et il y a eu un gros débat Slack ou Mattermost. Et finalement, ça s'est orienté sur Mattermost pour une raison simple, c'est que dans l'équipe, il y avait des gens qui étaient et qui sont toujours très impliqués dans de l'open source et qui sont très libristes dans l'âme et qui avaient franchement pas envie d'utiliser un Slack, alors qu'avec un Mattermost, ils pouvaient avoir des bridges vers leurs clients IRC, que ça leur convenait mieux, etc. Et finalement, tu fais une moyenne et tu dis, bon, là où il y a le moins de friction, c'est vers cet outil-là, et on prend celui-là. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter à benchmarker aussi. Il faut faire des tests, il faut voir sur une petite partie de l'équipe, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que ça ne fonctionne pas, on fait des retours d'XP, et puis voilà, quoi, on en profite. Mais il ne faut pas demander plus aux outils que ce qu'ils sont censés faire, quoi. Je crois que c'est tout, on est à la fin du temps. On va arrêter là les questions. Eh ben, on va arrêter. Merci beaucoup. Alors, vous connaissez la sempiternelle, il y a des gommettes sur les